Radio Les Clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. C'est le métro qui vous a permis de devenir une locomotive. Vous avez mis plusieurs années à réaliser que l'on pouvait parfois être seul plutôt que bien accompagné. Vous faites aujourd'hui un retour à vos origines avec un album aussi frais qu'une source et pas seulement la source de vos inspirations. Bonjour Louis Bertignac. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui de ce nouvel album qui s'appelle Origine, et en même temps, on va revenir à vos origines, puisque le principe des Clés d'une vie, c'est d'évoquer votre passé. Et je dois dire qu'un scoop sur Sud Radio, vous avez fait il y a quelques instants votre premier Instagram, Louis Bertignac. C'est une nouveauté pour moi. Ouais. Je suis sur Instagram, mais pas vraiment. Je suis surtout sur Facebook. Mais comme il y a un faux Louis Bertignac sur Instagram, oui, ouais. il paraît. Voilà, là, je veux montrer que le vrai, c'est moi. Donc, j'ai fait mon premier, comment on appelle ça ? Instagram, mais c'est une story. Une story, oui. Une story, voilà. oui. On apprend des choses tous les deux. Bon, Voilà. En tout cas, le vrai Bertignac, il est là. Et pour vous souvenir du passé, j'ai des dates. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 5 septembre 1977. C'est une émission de télévision qui s'appelle Métro Mélodie. Ça vous dit quelque chose ? Non. Eh ben, c'est une émission de télévision. Vous êtes à la station RER Nation et vous chantez Rock'n'Roll, reprise d'un tube de Led Zeppelin, et les jeunes dansent autour de vous. Vous vous souvenez de cette émission ? Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Et c'est une émission totalement délirante. Les images sont folles. Vous êtes complètement perdu au milieu de ces jeunes qui dansent. Et le métro, d'ailleurs, vous avez rendu hommage au métro beaucoup plus tard à travers une chanson. Cette chanson, c'est Métro, c'est trop. Et cette chanson, elle n'est toujours pas partie. Voilà. Voilà. Métro, c'est trop. Et c'est une chanson qui a eu un gros succès. Et tout avait commencé aussi avec une opération qui s'appelait Métro Molto Allegro. Ça vous dit quelque chose, Louis Bertignac ? Vaguement. On a joué dans le métro, c'est ça ? Et il y avait une émeute à la correspondance Pantin-Place d'Italie quand vous avez joué avec Téléphone. D'accord. Vous en souvenez ? Vaguement. Et pourquoi le métro, d'ailleurs ? Pourquoi avoir chanté dans le métro comme ça ? C'est peut-être parce qu'on a eu cette chanson qui s'appelait Métro, c'est trop. Oui, mais en même temps, il y a des artistes qui ont démarré dans le métro, c'est pas votre cas. Non, pas du tout. Mais je pense que c'est ce type, le type qui faisait cette émission, qui nous a proposé de jouer dans le métro. On a dit, on n'a pas refusé. Ouais, et il y avait effectivement beaucoup de monde parce que Téléphone dans le métro, c'était une surprise. Ouais, mais il y en avait beaucoup qui n'ont pas apprécié aussi. Hein, ah bon ? Qui étaient là pour prendre le métro, qui n'avaient rien à foutre de cette cohue. J'imagine. Il y a un chanteur qui s'appelle Kezia Jones, je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais. Et ben, lui aussi, il a débuté dans le métro à Paris. Ouais. Il vient du Nigeria et ça l'a tellement marqué le métro que son album Nigeria Wood, il l'a inauguré par une série de concerts dans 4 stations de métro. D'accord. Et ça marche très bien dans ces cas-là. Mais il a été découvert dans le métro, lui, non ? Oui, je crois qu'il chantait dans le métro. Il chantait dans le métro à Paris, il venait du Nigeria où il était d'une famille très noble et il y a un directeur artistique qui l'a repéré. D'accord. Et le succès est venu comme ça. Moi, je me souviens qu'avant Téléphone, j'ai fait la manche dans le métro avec Jean-Louis Aubert. Ah bon ? À Londres. On était partis tous les deux à Londres et on avait très peu d'argent. On devait avoir 20 € chacun à peu près. Et on s'est dit, bon, on a l'intention de rester une semaine. On aurait dû apporter des guitares, on aurait pu faire la manche. Mais il se trouve qu'on a trouvé chacun une guitare, lui une bleue, moi une rouge ou l'inverse, à 20 livres. Quoi. On avait juste de quoi s'acheter des guitares. On s'est dit, soit on n'achète pas de guitare, mais on va s'ennuyer, soit on achète des guitares et on va récupérer les sous de l'achat des guitares en faisant la manche. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça a marché ? Ça a marché. Enfin, il y avait des gens qui... Oui, il y en avait qui donnaient ça, et il y en avait d'autres qui nous donnaient à manger. C'est bien. C'est pas mal, on nous a filé une pomme ou un truc comme ça, c'était très sympa. Alors, vous êtes né loin du métro et de la chaleur du métro, dans une autre chaleur, à Oran. Ouais. Mais vous êtes parti très vite, à 3 ans, Louis Bertignac. Ouais, c'est ça, j'ai pas de souvenirs, j'ai pas connu. Vraiment. Parce qu'il y a eu l'insurrection et votre père a eu très peur. Ouais. Ça se passe mal pour vous. Voilà, c'est vrai que le mot bombe, c'est un mot que j'ai appris très tôt. Il n'y avait pas la guerre, mais il y avait des bombes. J'entendais ce mot souvent, il y avait des attentats. D'ailleurs, le vrai nom de votre père n'était pas Bertignac, mais Benaïm. Exactement. Et il a choisi Bertignac parce que ça faisait plus intégration. Il voulait s'intégrer absolument, et puis il a eu peur, comme il a connu la guerre. Il s'est dit, peut-être cette fois-ci, mes enfants y couperont. Mais je pense pas que ça change grand-chose. Et alors, vous avez commencé par la guitare classique, mais ça n'a pas du tout marché, Louis Bertignac. Ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu du tout, parce que j'apprenais
à jouer note par note. Pendant presque un an, j'ai appris à faire des trucs qui n'étaient pas vraiment de la musique. C'était juste pour poser les doigts, apprendre à les poser. Mais Comme ça pour le plaisir ou parce que vos parents voulaient? au départ, c'était pour le plaisir, mais mes parents se sont dit oui, on va lui offrir l'école normale, et ma petite sœur aussi. Mais au bout d'un an, je me suis rendu compte que je savais toujours rien faire, donc j'ai abandonné. Alors, tout a changé au lycée Carnot. Lycée Carnot, d'ailleurs, dans le hall, dans la grande salle, Ah. a été construite par Gustave Eiffel. Je ne sais pas si vous le savez. Si, je savais, ouais. C'est Ça un- ressemble un peu à la Tour Eiffel, d'ailleurs. Il y a beaucoup de métal et de verre. Exactement, et ça sert pour toutes les manifestations et pour toutes les manifestations des élèves hors classe. Voilà, et je crois que mon premier concert, je l'ai fait lors d'une manifestation au lycée Carnot. Et au lycée Carnot aussi, un jour, en rentrant du sport, vous entendez parler d'une répétition, et là, Ouais. ça vous a marqué, Louis Bertignac. Ouais, c'est vrai. Je rentrais du foot, et puis il y a deux gars qui étaient sur le siège devant moi, qui devaient avoir 2 ans de plus, qui discutent. On répète demain. Je comprenais pas ce qu'ils voulaient dire, mais alors j'ai été leur demander. J'ai pris mon courage à deux mains. Mais qu'est-ce que vous entendez par répéter? Bon, on a un groupe de musique et on répète. Et ça m'a excité. Et je me dis, moi aussi, je veux un groupe de musique et je veux répéter. Et le lendemain, j'ai fait un groupe de musique. Et puis, un jour, dans un magasin de musique, grâce à un copain, vous avez fait la rencontre qui a tout changé, Louis Bertignac. La rencontre de Jean-Louis Aubert, qui nous a fait beaucoup de bien parce que on est devenu le duo inséparable. On était tout le temps, tous les soirs ensemble. Oui, mais en même temps, le patron du magasin de musique ne sait pas ce qu'il a perdu, car le premier jour, il vous a viré du magasin. Oui, bon, mais on ne se jouait pas très bien, sûrement à l'époque. On a progressé à force. Et parce que ça a été un déclic, vous êtes mis à jouer dans le magasin tous les deux à la guitare. Ouais, on s'est dit, je lui ai dit, on était dans le même lycée parce qu'il était arrivé, je sais plus, il s'est fait virer de Pasteur. De Pasteur, oui. Voilà. Il est arrivé à Carnot, notre copain nous a présenté, le copain qu'on avait en commun. Et je lui ai dit, bon, il y a un magasin de musique à 50 mètres du lycée, si tu veux, je t'emmène. On va peut-être réussir à faire le bœuf, effectivement. Le mec était gentil, on a pris 2 guitares. Et on a joué. Bon, on a joué une bonne demi-heure, 1 heure, mais le mec devait fermer son magasin pour aller manger. Donc il m'a dit, bah, si tu veux, j'ai une petite piole à côté de chez mes parents, on peut continuer. On est passé chercher ma guitare chez mes parents, et puis on s'est retrouvé dans sa piole. Et on a joué, je crois, jusqu'à 3 heures du matin. Oui. C'est-à-dire, on a dû faire 10 heures sans arrêt. Le minimum syndical. Voilà, à l'époque. Ouais. Et alors, vous avez ensuite créé un groupe qui s'appelle les Super Goujats, Louis Bertignac, et vous avez accompagné Jacques Higelin. Voilà, c'est ça. Un soir, c'était un peu... je rencontre une fille, elle me fait craquer. Et 2 jours après, elle me dit, tu sais, j'ai un copain qui répète parce qu'il va faire une première partie à l'Olympia. Et donc, si tu veux, on va le voir. Donc, on va le voir. Et je vois des mecs qui sont au bout sur la scène, là-bas. On s'assoit sur des fauteuils. Et on va le voir répéter. Et puis, tout de suite, il s'engueule. Je vois s'engueuler avec son guitariste. L'autre qui dit, bah, si c'est comme ça, je me casse. Il y en a un qui lui dit, casse-toi. Bon. Elle me dit, bon... Il y a un bon silence de 10 minutes sur la scène, donc elle me dit, viens, on va dire bonjour. Je vais dire bonjour. Elle me présente. Je connaissais pas Higelin du tout, donc je lui serre la main. Et je vais voir le guitariste, parce que je suis toujours attiré par les guitaristes, forcément. Et toute ma vie, j'ai essayé de rencontrer le plus de guitaristes possible pour faire le bœuf avec. Enfin, toute ma vie, à cette époque. Et donc, ok, je discute avec le guitariste, je dis, elle est magnifique ta guitare. Il me dit, tu es guitariste? Ouais, mais si tu veux l'essayer, j'essaye. Et je joue pendant 1 minute sur sa guitare. Et à ce moment-là, Higelin vient me voir, il me dit, tu veux pas jouer avec nous? On a perdu un guitariste. Je dis, volontiers, avec plaisir. Et ça a été le début d'une très grande aventure. Et Higelin a débuté dans le cinéma, et son premier film qui s'appelait Le Bonheur est pour demain, il a joué de la guitare avec Henri Crolla, le guitariste d'Yves Montand. Je ne sais pas si vous le saviez. Non, je ne savais pas. Ça a été ses débuts au cinéma. D'accord. Ensuite, vous avez fait beaucoup d'autres choses. On en reparle avec une autre date, le 24 mai 1980. A tout de suite sur Sud Radio avec Louis Bertignac. 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Louis Bertignac. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous aiment à travers une date, 24 mai 1980. C'est la sortie d'un film, Téléphone public. Ah ouais.
Ça a été un événement aussi. Ouais, c'était marrant, c'était étonnant. Un type, Jean-Marie Perrier, qui vient nous voir, qui nous dit « Je veux absolument faire un film sur vous. » Il vous avait découvert, je crois, en lisant un article dans Le Monde. Ah. Et il avait flashé sur téléphone, alors que lui, c'était plutôt les années 60. Ouais, c'est ça. Et Mais puis- il a retrouvé, il nous avait dit « J'ai retrouvé la même énergie, la même intensité. Et il vous a suivi, je crois, pendant 11 jours, » Ouais, et que ça a été un film avec des heures et des heures d'images. ouais, Et il y avait, je crois, une tournée entre Montélimar et Ajaccio, vous vous en souvenez? pas du tout. Voilà, c'était ça. Et il y avait eu un concert au Palais des Sports, et tout ça a donné un film qui a duré, qui a duré 8 heures, et il a dû garder 2 heures pour le Festival de Cannes. Ouais. Vous n'êtes pas allé, je suppose. Si, Vous êtes on y a allé? été, on s'est habillé en pingouin. Et alors? Eh ben, c'était marrant, on a monté les marches, mais on sentait qu'on n'était pas tout à fait dans notre élément. Non, alors, en revanche, vous étiez dans votre élément quand il y a eu une présentation à Paris, je crois. On a dit qu'il y avait le feu, que la pellicule était en feu. Et en fait, vous étiez là. Ah oui, je me souviens, on avait fait ce truc. Eh ben oui, on n'avait pas dit, on avait dit juste c'était une présentation du film. Donc il présente nous qui partons des loges. Et pendant ce temps, on partait effectivement des loges. Et juste au moment où la pellicule, où le film commence vraiment, il y a un genre de fût, ils sortent, balancent quelques fumées, et ils ouvrent le rideau, et c'est nous. En vrai, pas en film. Les mecs étaient surpris. Et il y en a pas mal qui ont été déçus, qui nous ont dit « Attends, vous, je vous ai vu 10 fois déjà, on était venus voir le film, en fait. » Oui, On a fait notre concert, quand même. Ça a été très bien. Alors, les concerts de téléphone, ça a commencé un soir au Centre américain de Paris, pour Ouais. un soir. Alors Ouais. que vous n'ayez même pas de nom, Louis Bertignac. Oui, on n'avait pas de nom. C'était un concert comme ça, à l'époque. Je sais que de mon côté, je voulais absolument faire un groupe avec des potes. Et donc, j'ai essayé plusieurs formations. Et cette formation-là, j'étais allé voir Jean-Louis, je veux qu'on fasse un groupe ensemble. Là, c'est décidé. J'avais fini avec Kigelin, etc. Il faut qu'on fasse ce groupe. Il me dit justement, Richard, que tu connais, je le connaissais bien, j'avais présenté à Jean-Louis 2-3 ans avant. Il me dit, il a un concert, il a loué la salle du Centre américain, mais on n'a plus de groupe, parce que le bassiste était barré. Alors, je dis, bon, ben, on va répéter, on va faire ce concert. Et ok, on a formé ce groupe pour l'occasion, pour ce concert. C'est bien donné, on a balancé des tracts à tout le monde pendant une semaine, ce qui fait que le concert était bourré à craquer. Et déjà, on était contents. Et bon, on n'avait pas de nom, on n'avait pas pris la peine de trouver un nom, on avait juste dit, voilà, il y aura du rock, un groupe de rock. Il y avait un point d'exclamation, je crois. Il y avait un point d'exclamation, mais c'était un hasard, parce que j'avais piqué le tract, en fait, j'avais piqué sur un songbook des Rolling Stones, et il y avait déjà un point d'exclamation sur la batterie, et j'avais remplacé la gueule des Stones par nos gueules. À l'époque, il n'y avait pas de digital, donc c'était un montage papier, collage. Et ensuite, on avait scanné et imprimé plein. Il y avait un pote qui avait une boîte, il travaillait dans une boîte, il a squatté un peu l'imprimante, et on a fait plein de tracts comme ça. Et c'est né comme ça. Donc, le point d'exclamation, il était déjà sur le bouquin. Donc, on a dit, voilà, ça sera le nom du groupe pour cette occasion. Et au bout de... On nous a dégoté 2-3 concerts à la suite de ça. Au bout de ces 2-3 concerts, on a dit, bon, on est un groupe, là, on va plus changer. Donc, il va falloir trouver un nom. Et comme vous téléphoniez beaucoup? Exactement, le téléphone sonnait souvent parce que les types nous appelaient. Ils nous avaient vus au Centre américain pour organiser d'autres concerts. Et aussi, Jean-Louis a réfléchi. Et quand Jean-Louis a réfléchi, ça donne des trucs sympas souvent. Ça donnait téléphone. Voilà. Et le Centre américain, il faut savoir aussi que vous avez été les premiers, vous êtes produits en premier. Et il y a une autre première qui s'est passée quand le Centre américain a ouvert en 63. Il y a eu une exposition de pop art et c'est la première fois en France qu'on a vu des toiles d'Andy Warhol. D'accord. Dans cette salle où vous avez chanté. Alors, il y a eu bien sûr une chanson qui est née au cours de ce concert, c'est celle-ci. T'as pas besoin de gueuler, demande au mégaphone. Hygiaphone, ouais. Incontournable. Mais alors, elle n'est pas née quand même pendant le concert. Non, on l'avait déjà. Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on pense que ça a marché tout de suite. En fait, au départ, vous vendiez vos disques à la sortie des concerts et les maisons de disques ne voulaient pas entendre parler de vous, Louis Bertignac. Oui, au début, c'était le cas. Les maisons de disques, ça les intéressait pas. Un groupe qui chantait du rock en français. Déjà en anglais, il y avait peu de chance, mais en français, vous n'avez aucune chance, les gars. Bon, ok.
Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un type qui voulait un genre d'indépendant qui nous a dit, écoutez, je vous paye en enregistrement. Et le deal, c'était qu'il nous paye l'enregistrement, il fait venir au Bus Palladium, il fait venir un petit mobile, on enregistre 2 morceaux, Hygiaphone et Métro. Et il nous file 1000 disques, 1045 tours, c'était notre paye, et il a le droit de vendre les autres. Il a le droit d'en vendre de son côté. Et ça s'est bien passé. Oui, parce que vous avez vendu vos 1000 disques et lui en a vendu beaucoup plus ensuite. Oui, mais je crois qu'on lui a redemandé 1000 au bout d'un moment. On les vendait à la fin des concerts, c'était sympa parce que les gens étaient contents de venir nous parler. Nous, on signait on avait fait une pochette blanche exprès on mettait un tampon téléphone et on signait. Et c'est comme ça que ça a débuté. Ouais. Ensuite, vous avez été disque d'or, il y a eu beaucoup d'autres choses. Et puis ensuite, il y a eu d'autres histoires, notamment le 10 mai 1993. À tout de suite sur Sud Radio avec Louis Bertignac. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Louis Bertignac. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent à travers une date, 10 mai 1993. Qu'est-ce que c'est ? Donc, vous me l'avez dit. Je vais dire en coulisses. C'est la sortie d'Elle et Louis. Elle et Louis avec cette chanson. Vas-y, guitare. Une chanson qui n'a pas marché au début, mais qui est devenue culte. Ouais. C'est une idée d'un copain. Il m'a dit, écoute, tout bon guitariste doit avoir une chanson qui s'adresse à sa guitare. Oui. Donc, il m'a dit, fais-moi une musique. J'ai fait une musique, il a écrit le texte aussi. Alors, Elle et Louis, c'est un tournant aussi dans votre carrière. Ouais, Bertignac. c'est mon premier album vraiment solo. J'avais pas de musicien, j'ai pas enregistré avec des musiciens. Si, après, il y a quand même eu des musiciens qui sont venus quand j'étais à New York pour le faire. C'est le producteur Tony Visconti qui a fait appel à des bons musiciens pour l'enregistrer hier. Vous aviez un peu peur d'être en solo d'ailleurs après le groupe Téléphone, Louis Bertignac. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que Corinne est restée avec moi. Elle m'a dit, tu vas pas t'en sortir tout seul. Ben, je demandais qu'à la croire, mais donc elle est restée. J'ai pris des potes aussi. Je voulais faire mais c'était un peu bête en fait, parce que on fait qu'un vrai groupe dans sa vie. Ça, j'ai compris aujourd'hui. Mais on fait qu'un vrai groupe. Oui, parce que c'était vraiment le groupe de votre vie, mais tout seul, finalement, le public est venu. Il y a eu une tournée acoustique qui a bien marché, même si le disque n'a pas été un grand succès. Ouais, mais les tournées, ça s'est toujours bien passé. Mais j'avais peur quand même de me retrouver tout seul. Je croyais vraiment qu'il fallait une équipe. Mais en fait, tout seul, je m'en sors bien parce que je prends des musiciens et qui sont adorables et c'est aussi bien. Oui. C'est parce que à l'époque, je sais pas, pour intéresser les gens, pour intéresser mes potes à l'histoire, j'aurais dit, bon, on fait un groupe. Mais c'était pas vraiment un groupe parce que dès qu'il y avait une interview, tout le monde venait vers moi, les autres, tout le monde s'en foutait royalement. Donc, c'était un groupe sans être un groupe et ça donnait des malaises. Alors, il y a aussi quelque chose qui compte pour vous, c'est l'Inde. Quand vous avez fait cet enregistrement, vous reveniez d'Inde, qui est un peu votre second pays. Pourquoi et comment c'est né, ça, Louis Bertignac ? On m'a proposé de faire une tournée en Inde. Donc, j'ai dit, OK, c'était une histoire de, comment ils appellent ça, consulat, etc. Oui. Et Alliance française, etc. Et donc, j'ai dit, bien sûr, si je peux voyager, c'est magnifique. Et donc, j'ai joué en Inde. Pendant 1 mois, je suis parti. C'était royal. J'ai rencontré des musiciens indiens. Je me suis vraiment éclaté. Le dernier concert a été à Katmandou. Et les mecs m'avaient prévenu, tu vas voir là-bas, c'est comme ici, mais 10 fois mieux. Parce que c'est plus paisible. C'est sympa. C'est la Suisse, le Népal, par rapport à l'Inde. Et j'ai adoré cet endroit. Et je me suis fait des potes. J'y suis retourné plein de fois. Mais quand on est à Katmandou, on parle de Louis Bertignac, on ouvre des yeux ronds. Vous êtes une star là-bas, Louis Bertignac. Ah, c'est synonyme de rock pour eux, parce que personne n'y va jamais, parce que c'est pas payé du tout. On est sûr de pas gagner en rond. Au contraire, ça coûte un peu d'argent. Mais comme j'y ai été plusieurs fois, et à chaque fois, je suis connu comme le loup blanc là-bas. Ouais. Alors, on est bien nourri là-bas, parce que la nourriture du Népal est une nourriture qui vient de différents pays des alentours. Ouais. Et c'est un régime végétarien. Pas que, mais beaucoup. Ouais. Et on m'a dit que la spécialité à la base, c'était le momo. Le momo, ce sont des raviolis avec une sauce piquante garnie de viande, de fromage, de légumes. Tout le monde mange ça là-bas. Il y a d'autres trucs aussi, mais je sais plus les noms, mais ça, je connais le momo. C'est bon, c'est pas mauvais.
Et Mais il y a des trucs moins bons. vous allez régulièrement en Inde, au Népal, dès que vous avez un moment, Louis Bertignac? Oh, ça dépend. J'ai changé d'endroit. J'aime beaucoup la Thaïlande maintenant. J'adore la Thaïlande. Mais j'adore la bouffe surtout. J'adore la bouffe thaïlandaise. Ça me rend fou. Et puis, oui, et il y a eu aussi un concert étonnant, justement, dans une ville étrangère, New York, sur une jonque. Ouais. La Belle de Canton. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Bah on nous avait demandé que c'était le bicentenaire, donc, et je crois que c'était organisé par Madame Mitterrand, Oui. qui nous a invités à jouer sur cette jonque. Et c'était spécial parce que mon batteur était maghrébin, il avait pas ses papiers français, Oui. mais le passeport, il l'a eu en une journée. C'est curieux. Il a eu un passeport français en une journée. Merci, Madame Mitterrand. Donc, on a réussi à y aller, vu que tout le monde avait un passeport. Et c'était marrant parce que, en fait, j'aimais bien cette dame. Elle était, je ne sais pas si elle est toujours vivante. Non, elle est morte il y a quelques temps. Mais elle était très simple et très sympa. Elle a passé le concert assise sur une caisse en bois. Elle dit: j'ai beaucoup aimé votre concert. Et c'était vraiment mignon. J'ai trouvé ce concert. Sinon, à part ça, bon. On a eu des problèmes terribles parce qu'il a fallu ramener de l'électricité. Ils n'avaient pas prévu ça. On a un câble de 200 mètres pour envoyer l'électricité sur la jonque. Ça nous a pris toute la journée, en fait. On n'a presque pas répété. On a passé notre temps à chercher un grand câble. Et c'était très improvisé. Et c'est pour ça qu'on s'est appelé tout de suite les improvisateurs. Ce qui était le nom du groupe. On s'est dit, bon, tant qu'à faire, on va s'appeler les improvisiteurs. Ça va faire un truc un peu plus, puisqu'on est à New York. Et puis, c'était un peu long, donc on a gardé les visiteurs. Et c'est comme ça que c'est né. Alors, vous parliez d'une première dame, Danielle Mitterrand. Il y en a une autre qui vous doit beaucoup, Louis Bertignac. Quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Carla Bruni, Ouais. et qui vous doit son plus gros succès. Quelqu'un m'a dit. Comment s'est née cette aventure, Louis Bertignac? C'est une vieille copine. Hein. On s'est connus quand elle devait avoir 17 ans et moi je devais avoir 30 ans. On était copains. Elle m'invitait dans des soirées, des soirées où il y avait plein de jeunes. J'étais content, je draguais. Et on est devenus on est resté même un petit moment ensemble, mais on était surtout potes. Et donc c'est facilement 10 ans après, au moins, qu'elle m'appelle. Elle me dit je voudrais t'inviter à dîner avec ta douce. Ok, on vient. Et après le repas, elle me dit: je voudrais te faire écouter quelque chose. Donc elle m'emmène dans sa chambre, elle me met des chansons, elle me fait écouter des chansons. Qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis: les chansons sont bien écrites, mais la production est vraiment pourrie, c'est affreux. Il dit: c'est ce que je craignais. Qu'est-ce que tu penses? Je dis: prends un bon producteur, prends Tony Visconti, je te file son numéro, tu l'appelles. Et je lui dis: laisse-moi quand même 2 morceaux. Quelqu'un m'a dit, et tout le monde. Et je vais chez moi, je rentre chez moi le soir, et je m'amuse, comme je trouvais sa voix assez jolie, ça changeait de mon rock'n'roll un peu méchant. Je mets des violons autour, je refais une guitare, etc. Et je lui fais écouter le lendemain. Et elle me dit: mais c'est génial, il faut que ça soit toi le producteur. Je lui dis: non, je suis pas producteur, j'ai jamais fait ça, je sais pas le faire, je suis nul. J'avais fait sur l'album de Corinne, mais j'étais pas content du résultat du tout. Et elle me dit: mais non, c'est toi. Je dis: mais écoute, de toute façon, moi, je m'occupe de mon album, il faut que j'écrive tous mes textes. Elle me dit: mais tu sais, je sais écrire des textes. Je dis: oui, j'ai remarqué. J'écris les textes de ton album, mais d'abord, tu réalises mon album. Je dis: ok, ça a marché. De toute façon, on peut difficilement lui refuser quelque chose. Elle trouve toujours des moyens pour arriver à ses fins. Elle est très forte. Et oui, et en plus, vous ne pensiez pas avoir autant de succès avec cet album? Non, pas du tout, parce que il y avait très peu de moyens. En plus, la maison de disques m'a dit: on n'a pas les moyens, on peut pas te payer. Je dis: ok, bon, filez-moi un pourcentage au cas où ça marche. Ouais. Ils m'ont donné un bon pourcentage au cas où ça marcherait. Et ça a marché. Et ça a très bien marché, 2 millions, je crois. Je crois. Et vous avez créé un label à partir d'une chanson. L'album Let It Bleed des Rolling Stones. Oui, en fait, l'album s'appelle comme ça, Ouais. ouais. Et cette chanson aussi.
Mon manager, à un moment, le manager que j'avais à l'époque me dit « Mais il faut faire un label pour récupérer tes éditions. » Enfin, des histoires, j'ai toujours eu du mal à comprendre. Mais j'ai dit « Ok, on fait la boîte, on fait une boîte. » Il me dit « Mais comment tu veux l'appeler ?» Je dis « J'en sais rien. » Et il me rappelle, 1 heure après, il me dit « Quel est ton album préféré ?» Je lui dis « Let It Bleed. » Il dit « On va l'appeler comme ça, ta boîte. » Voilà. Et il fallait l'autorisation des Rolling Stones? Non, pas du tout. Même pas? Pas du tout, parce que c'est pas le même domaine. Hein. C'est Alors, pas de la musique. Cette chanson, il faut savoir qu'elle a détrôné l'album des Beatles Abbey Road en 69. Ah ouais? Ouais, elle était plus forte pendant 3 semaines. Elle a fait 53 semaines dans le parade français. Et le magazine Rolling Stone l'a classée en 32e position parmi les 500 plus grands albums de tous les temps. Ah, c'est pas mal. Donc vous avez bien choisi. Pour moi, c'est le numéro 1 quand même. Et puis vos propres... Pour détrôner les Beatles, il fallait se lever de bonne heure. Eh ben, ils l'ont fait. Bravo. Et puis vous avez continué, vous aussi, à faire des chansons comme celle-ci. Je joue les heures qui passent lentement, le jour, la nuit, tout le long de mon temps. Alors là, un vrai succès. Là, c'est Carla qui avait écrit le texte. Voilà. Et 100 000 exemplaires. Ah, c'est pas mal. Ouais. Pour moi, c'est beaucoup. Et un succès critique aussi, parce que c'était pas évident au départ. Vous ne pensiez pas que vous pourriez vendre des disques tout seul sous votre nom, Louis Bertignac? Non, mais j'ai sorti beaucoup d'albums qui ont vendu très très peu de disques. Oui. Et ça vous gêne pas, ça vous avez... Non, j'ai pris l'habitude. Oui. Et quand un disque pour marche... moi, un album, c'est des nouvelles chansons à jouer en tournée. Voilà, je le prends comme ça. Alors, justement, il y a eu une tournée ensuite, après cet album qui a été un succès. Une tournée, vous avez créé le Power Trio. Qu'est-ce que c'était? Ah ouais, c'était intéressant ça. Longtemps, je me suis posé la question, est-ce que... c'est-à-dire que ça allait plus avec Corinne. Elle était bassiste. Donc, je me suis retrouvé à 3, sans la bassiste. Donc, j'avais un guitariste, je lui ai dit, tu peux jouer de la basse? Il m'a dit, volontiers, il n'y a pas de problème. Donc, on s'est retrouvé en Power Trio, comme ça. Et c'était une version très intéressante. Et je me suis éclaté comme un fou, parce qu'on a toute la place. On a toute la place pour sa guitare. Si on baisse un peu la guitare, on s'entend bien chanter, parce qu'il n'y a pas une autre guitare qui vous pose des problèmes. Et il y a toutes les fréquences, il y a que les coups de batterie, ça prend pas de place. La basse, c'est réservé aux fréquences très graves, et toutes les autres fréquences, c'est pour moi. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le Power Trio. Et c'était inspiré aussi de Jimi Hendrix, de son trio. Bien sûr, mais il n'y a pas que lui. Et pour moi, les Who, c'était un trio aussi. Bien sûr. Parce que le chanteur ne jouait pas d'instrument. Led Zepp aussi, c'était un trio. Mais Jimi Hendrix, le Hey Joe, qui est sa chanson la plus célèbre, ce qu'on a oublié, c'est qu'il l'a trouvé par hasard, car elle avait été chantée. Le compositeur, qui s'appelle Monsieur Roberts, William Roberts, a totalement disparu. Alcoolique, drogué, il n'a jamais su. Il est mort avant qu'on sache que sa chanson soit un succès et qu'elle soit reprise, je crois, par 1000 groupes depuis. D'accord. Et Johnny aussi. Là. Et Johnny aussi, bien sûr. Alors, il y a aussi une autre expérience qui vous a rendu très populaire à la télévision. Ce sont vos 2 saisons de The Voice, Louis Bertignac. Ça aussi, ça a été important pour vous. Oui, apparemment. En tout cas, ces types-là ont eu mon numéro. Ils m'appellent. Ils me disent, on veut te proposer une émission comme ça. Ils m'expliquent. Je leur dis tout de suite, écoutez, c'est pas ma tasse de thé. Je fais pas ce genre de truc. Moi, je suis musicien. Je sais pas, je saurais pas. Puis ça va pas m'amuser. Ils me disent, écoute, tu nous invites à boire un café? Je dis, venez quand vous voulez. Ils se ramènent. Je leur paye le café à la maison. Et il m'explique, il me dit, tu vas entendre plein de géniaux chanteurs. Moi, je veux bien les croire. Et puis, avant de partir, je leur dis, oui, mais non. Non, je crois. Ils me disent, réfléchis jusqu'à demain et je te laisse le DVD de l'émission américaine. Bon, vers minuit, juste avant de me coucher, je dis, je vais quand même jeter un œil au DVD. Et je vois ces 4 musiciens américains qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ils ont l'air de bien s'entendre et de se marrer vraiment. Et finalement, je les appelle le lendemain. Je leur dis, OK, je le fais. Et il y a eu 2 saisons comme ça. Il y a eu 2 saisons chez les grands et puis 2 chez les bébés. Et ça vous a passionné en même temps. On sentait la bonne humeur et surtout l'envie que vous aviez d'aider ces jeunes. Oui, et puis c'est pas juste de les aider, c'était d'entendre de la bonne musique. Bon, le principe me dérangeait un petit peu quand même. J'adorais le principe du début, c'est-à-dire on les entend pas, on les voit pas, on entend et on se tourne et puis on a la surprise. Parfois je croyais que c'était une fille, c'était un garçon. Mais c'est après que ça devenait gênant quand on a fait tous les trucs à l'aveugle, ok. Après, votre boulot, c'est de les virer un après l'autre.
jusqu'à la finale où vous en avez gardé qu'un. Mais ça, moi, ça me plaisait pas d'avoir à les virer. C'est pas très plaisant de savoir qu'on a choisi, qu'on les a choisis parce qu'ils nous plaisaient, et d'être obligé de faire le tri entre ceux qui nous plaisaient. Moi, j'aurais toujours pensé que c'était le rôle du public, pas le mien. C'est terrible de les faire répéter la veille en sachant qu'on va en virer un des deux le lendemain. En même temps, c'est le jeu. Et puis ceux qui sont virés, ils ont fait une carrière ensuite, parfois. Certains. Mais il y en a qui se sont fait virer un peu tôt et qui m'en ont voulu aussi. Écoutez, je suis sûr qu'ils vous en veulent plus aujourd'hui, et je suis sûr qu'ils écouteront avec passion cet album dont on va parler dans quelques instants et qui est sorti le 16 novembre 2018. À tout de suite sur Sud Radio avec Louis Bertignac. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Louis Bertignac. Alors, on a parlé du passé, on va continuer à parler du passé, mais au présent, avec cet album qui est sorti le 16 novembre, Origine. Alors là, c'est un album dont la pochette déjà évoque ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que c'est un album où vous êtes près d'un lit, entouré de tout ce qui avait votre vie. Oui, c'est censé être ma chambre à l'époque, quand j'avais 16 ans. Voilà. Et c'est un retour aux sources. Pourquoi cet album Origine, Louis Bertignac ? C'est venu un peu par hasard, sans vraie raison. C'est-à-dire que j'ai écouté un truc dans ma voiture. Je me suis amusé à traduire, comme ça, pendant que ça chantait, c'était Rod Stewart. Et je me suis dit, tiens, comme elle parlait d'un truc que j'avais vécu, c'est-à-dire le divorce, etc., la garde des enfants, des trucs un peu durs comme ça, je me suis dit, je vais l'écrire en français. Ça va me remettre le pied à l'étrier pour écrire des textes. Depuis Carla, c'est pas moi qui les écris. Il y a du Rod Agile, des grands Bergman, etc., mais c'est pas moi. Et là, je me suis dit, je vais écrire. Et ensuite, après avoir fait le Rod Stewart, je me suis dit, tiens, je vais m'essayer sur un Dylan. J'ai essayé, ça me plaisait, le résultat me plaisait, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Et j'ai continué comme ça. Et puis un jour, au bout de 7-8 morceaux, il y a les types de ma maison de disques qui débarquent comme ça pour s'occuper d'un live. Je leur ai fait écouter. Ils me disent, mais il faut sortir cet album. Si toi tu le fais pas, personne ne peut le faire. Donc fais-le. Et donc, je me suis mis à continuer, chercher des reprises à traduire. Et voilà, et ça a donné ce truc avec des Rolling Stones, plein de chansons que j'ai aimées à l'époque, que j'aime toujours d'ailleurs. Et alors, on va en écouter quelques-unes dans les minutes qui suivent. La première, ça s'appelle « J'aime tout de toi ». Alors ça, c'est une reprise de Bob Dylan. Ouais. Un maître pour vous, Bob Dylan. Bien sûr, entre autres, ouais, bien sûr. Pourquoi cette chanson ? Il y en a 3 d'ailleurs, je crois, dans cet album. Pourquoi Bob Dylan vous touche-t-il encore aujourd'hui ? Je sais pas, c'est des morceaux comme ça qui m'ont touché à l'époque et que j'ai pas oublié. Celle-là, elle s'appelle Precious Angel, elle parle carrément d'autre chose. Moi, je parle de ma femme. C'est autre chose. Et Bob Dylan, il doit beaucoup à Hugo Frey. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais au départ, il va faire un gala à Avril in Paris, un bal de charité avec Maurice Chevalier, Hugo Frey. Il reste à New York et il se promène un soir dans Greenwich Village et il voit un cabaret où il y a Bob Dylan qui passe totalement inconnu. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de traduire en France et que tout a commencé. D'accord. Et personne ne connaissait Dylan. Avant Hugo Frey, même là-bas, il ne connaissait pas. Là-bas, il connaissait dans des petits cabarets. Mais c'est tout. Il était totalement inconnu. Et c'est comme ça qu'est né le folk song. Et puis, cet album, ça vous a permis aussi de voir tout ce qui vous avait construit. Oui, c'est revenir à ces choses-là, bien sûr. C'est ces morceaux qui m'ont construit. Enfin, ces types-là, les Stones, les Beatles, les Who, c'est des trucs que j'écoutais comme un fou à l'époque. Comme toute une génération. Oui, mais moi encore plus, je crois, parce que moi, j'écoutais tellement que j'arrivais plus à bosser à l'école. Oh, vous n'êtes pas le seul, je crois. Ouais, mais bon... j'étais un super élève pourtant, avant ça. Avant ça, j'étais un super élève et ça, c'est arrivé en 4e. Alors en 4e, j'étais plus premier, j'étais 4e, 5e. En 3e, j'étais 10e. Et la terminale, j'ai raté le bac. Voilà. Et c'était fini, comme vous le dites dans une chanson traduite de Rod Stewart. Depuis ce jour-là, les années ont passé et notre monde s'est effondré. Alors, Rod Stewart aussi, vous en parlez tout à l'heure, c'est la base de cet album Origine, Louis Bertignac. Oui, c'est ça, c'est la première dont je vous parlais tout à l'heure,
que j'ai traduit dans la voiture et que j'ai fini par arranger et réaliser à la maison. Bah oui, parce que vous avez tout fait tout seul. Ouais. Ça, en général, on a un orchestre. Là, non, directement. Là, non, comme c'était pas un album sérieux, j'étais chez moi, j'avais mon petit gars qui devait avoir 1 an à l'époque. Je voulais pas faire autre chose que m'occuper de lui et de sa maman et de mes filles aussi. Et donc, je suis resté à la maison. Et comme ça m'a toujours plu de jouer de la batterie, de jouer de la basse, du piano, d'autres instruments que la guitare, je me suis dit, je vais tout faire moi-même, ça va m'amuser. Et puis, vous rendez dans cet album aussi un hommage aux Beatles à travers George Harrison et ma guitare. Et ma guitare joue le blues. Ne soigne pas. Les Beatles, ça fait partie aussi de votre vie, Louis Bertignac. Ah oui, c'est peut-être le plus grand groupe de ma vie, forcément. C'est énorme, de toute façon, les Beatles. Ils ont composé, je ne sais pas, 100, 200 morceaux, presque tous extraordinaires l'un que l'autre. Au niveau des compositions, au niveau des arrangements aussi, c'est phénoménal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont mythiques et que tout le monde continue à les écouter. Oui, et en plus, je suis tombé sur un truc extraordinaire dont je n'ai jamais parlé. C'est un album qui s'appelle Love, qui a été remasterisé, reproduit par le maître, ce qu'on appelle le 5e Beatles, George Martin, qui pour moi est au moins le 3e, parce qu'il est très important, ce mec. Et il a réalisé, donc, pour le Cirque du Soleil, ce mélange de morceaux des Beatles, et j'ai acheté le DVD en 5.1. Et j'ai acheté un système 5.1 dans mon studio pour travailler sur des musiques de films. Et j'ai jamais entendu un truc aussi extraordinaire de ma vie. Pourquoi ? Il faut, parce que vous avez un violon qui vient de derrière, on entend mieux que jamais les instruments de ces morceaux des Beatles. Et on ne sait pas, mais John Lennon au début jouait faux volontairement parce qu'il voulait que sa tante le reconnaisse parmi les Beatles et c'est en jouant faux qu'elle le reconnaissait avec quelques notes différentes. J'ai du mal à le croire. Mais c'est ce qu'il a raconté lui-même. Croyons-le sur parole. Il manquait pas d'humour, en tout cas, de toute façon. Et d'ailleurs, les Beatles ont été initiés au LSD et c'est un dentiste qui s'appelle John Riley qui un jour, dans une tasse de café, leur a versé du LSD. Et c'est comme ça que c'est parti dans un dîner un peu fou. Et il appelle le mauvais dentiste, d'ailleurs, les Beatles à l'époque. Ah ouais. Ouais. Vous voyez, comme quoi, c'est souvent, tout part d'un détail. Ouais. Et puis, après, ils ont aimé ça. Oui, ils ont été initiés grâce à ça et ils ont aimé ça. Mais je crois qu'ils ont gardé une dent contre le dentiste, justement. Alors, un autre extrait de cet album Origine, c'est Drôle d'hiver. Quand dehors il pleut dans tes yeux. Quand le ciel est bleu, tu t'en sors mieux. Alors là, on ne dirait pas que c'est Cat Stevens, je pense qu'on le reconnaît. C'est vraiment le style de Cat Stevens. Ouais, et pourtant, c'est un morceau qui a été écrit en 1931. Oui. C'était je sais pas, pour un orchestre classique, une fille qui chantait, je sais plus son nom. Mais Cat Stevens l'a reprise. Et Cat Stevens fait aussi partie de votre discographie. Bien sûr, ouais, c'était important. Il avait fait 1 ou 2 albums géniaux que j'écoutais à peu près au moment où je passais le bac. Voilà, et après il a changé, il s'est consacré à la religion, sous le nom de Youssouf Islam. Bon, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Mais bon, c'est dommage parce que c'était un super chanteur. Oui, il revient de temps en temps, mais il continue avec sa religion. D'ailleurs, il voulait pas s'appeler Youssouf, mais Joseph au départ, ça aurait peut-être été plus simple. J'aime bien Youssouf, j'avais un cochon d'Inde que j'avais appelé Youssouf. Oui, je sais pas si la comparaison est bonne. Alors, il y a d'autres chansons dans cet album, il y en a une qui s'appelle Coquine. Tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal, coquine. Gigi Cal, encore un guitariste qui a dû marquer votre vie, Louis Bertignac. Bien sûr, il avait fait un sublime album à l'époque, dont cette chanson qui a été vraiment popularisée par Eric Clapton. Oui, et vous, elle fait aussi partie de vos Marseillaises personnelles. Bien sûr, bien sûr. Vous la jouiez, vous l'écoutez à la guitare, en plus il y a quelque chose, vous qui aimez la guitare, il y a quelque chose de plus dans cette chanson. C'est une chanson de guitariste aussi, c'est sûr. Il y a un riff comme ça, simple à jouer. Je veux dire, peu de guitaristes ont débuté à mon époque sans connaître celle-là. Vous savez pourquoi il s'appelle Gigi Cal ? Ah non. Tout simplement parce que à ses débuts dans un cabaret, il est passé et dans le même spectacle, il y avait un John Cale. Donc,
au lieu d'avoir John et John, ils ont fait G.G. Kell. C'est comme ça que son nom est né. Parce que lui, c'était John au départ. John au départ, oui. Mais l'autre G, ça devait être... L'autre, c'était un inconnu qui était membre d'un groupe de Velvet Underground. D'accord. Et donc, on ne pouvait pas avoir deux personnes. Donc, ce pseudonyme est né en un soir Génial. et il est resté. D'accord. Et puis, vous ne pouvez pas ne pas rendre hommage à ceux que vous aimez par-dessus tout, les Rolling Stones, Descends-moi. Descends-moi, puisque t'aimes ça, petite folle. Je sais bien que tu t'es prise pour une reine du rock'n'roll. Là aussi, les Rolling Stones, alors là, pour vous, c'est un incontournable, Louis Bertignac. Bien sûr, au même titre que les Beatles. Beatles, c'était certainement un peu plus mélodique et un peu plus recherché. Mais les Stones, c'était un merveilleux groupe de rock. Vous avez joué d'ailleurs avec Téléphone à l'hippodrome d'Auteuil. Avec... Ouais, ils nous avaient invités, je sais plus, en 1980 ou un truc comme ça. Comment c'est né, ça c'est curieux. C'est Mick Jagger lui-même qui vous a invité. Ouais. Je sais plus pourquoi. Mais il avait appris qu'on était connus en France Ouais. et il s'est dit ça va être une grande fête du rock and roll. Vous êtes obligés de venir. On a fini, on a accepté. Vous l'avez rencontré souvent, Mick Jagger, ensuite? Après, même avant, hein, c'était avant en fait. Oui, je crois même qu'il vous a appris à draguer. Parce que Oui, c'est vrai. racontez-moi. Ouais, il m'a détendu parce que nous on a enregistré notre premier album Téléphone et pendant ce temps les Rolling Stones travaillaient sur un album qui s'appelait Some Girls et on travaillait dans le même studio à Boulogne. Eux ils étaient dans le studio A, nous on était dans le studio B et donc on se croisait souvent. Et puis un jour, je traîne, j'essaye de regarder par la porte de leur studio, et il y a Charlie Watts, le batteur, qui me voit, il rentrait des toilettes. Il me dit, mais si tu veux, tu peux entrer. Moi, j'étais très gêné, qui m'ait vu en train d'espionner. Il me dit, mais mets-toi dans un coin. Et je me suis mis dans un coin, et à partir de... J'ai eu des bons rapports un peu avec tout le monde, je parlais un peu avec tout le monde, avec mon accent pourri. Mais il m'aimait bien, je crois. Donc, je commençais à répéter à midi avec Téléphone. À minuit, je commençais à traîner aux répétitions des jeux. C'était un bonheur absolu. Donc, on est devenus un peu potes, comme ça. Et à un moment, Jagger il vient me voir et il me dit tu veux traîner un peu, tu vois les filles, là, il y avait des filles à l'entrée qui, pour moi, étaient magnifiques. Oui. Mais j'aurais jamais même osé les regarder. Je les regardais du coin de l'œil, comme ça. Il me dit, mais tu n'hésites pas, tu sais, tu peux avoir confiance. Tu sais, c'est comme des putes, hein, c'est comme des prostituées, elles sont là pour nous. Donc voilà, alors tu peux y aller. Et vous êtes Mais pas non, allé. j'y ai pas été. Non, vous avez raison. Non, mais en même temps, vous avez rencontré Mick Jagger et ses conseils, vous les gardez dans un coin de votre cœur, simplement. Bon, bien sûr, j'adore ce mec. Et alors, nous, on adore cet album Origine à qui on souhaite tout le succès. Et album qui sera suivi, bien sûr, d'une tournée, non? Ouais, sans doute. J'ai pas encore décidé, mais oui, forcément. Mick Jagger, il continue, vous aussi, vous continuerez, Louis Bertignac? Ben, je pense que j'irai jusqu'au bout. Au bout, je vois franchement, je peux m'arrêter un moment, mais je peux pas m'arrêter définitivement. Donc, voilà, il y en a beaucoup qui font ça jusqu'au bout. Hein. Il y en a encore qui tournent, qui ont 90 ans. Oui. Et ben, vous serez très bien sur scène à 90 ans aussi. Inch'Allah, comme ils disent, mais j'espère, on verra. On verra. En tout cas, vous serez toujours le bienvenu dans les Clés d'une vie. Avec plaisir, je reviens à chaque fois. À chaque fois avec un nouvel album. Cet album s'appelle Origine. Il y a 14 chansons originales, mais traduites et adaptées par vous et avec votre style, votre guitare et vos instruments. Merci Louis Bertignac d'avoir participé à Clés d'une vie. Beaucoup. Merci à vous. Dans quelques instants, on va retrouver bien sûr Brigitte Lahaie. Et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres Clés d'une vie. Merci, bonne journée, à demain.